Boum. Boum. Ça y est, c'est fini. Non, ça commence. Jingle. Jingle. Jingle bells. Jungle. Bonsoir à tous les viewers, les vieweuses de la BDR TV. Fini. C'est fini. Allez, non, salut. je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Au revoir. En tous les cas, on va pouvoir commencer à parler des films que nous avons là, vus. regarde, ça fait déjà 3 heures qu'on parle. Oui, ça fait déjà 3 heures et du coup, on va pouvoir parler du premier film qui est The Fableman. Et je vais laisser Raven vous présenter le casting et la réal. Dire sur celui-là. Non, ça va être pour après. Donc le casting, en vrai, ça va aller vite. Hein. Tout le monde a entendu parler du film, tout le monde connaît le réalisateur, Steven Spielberg. Les Dents de la Mer, E.T., Jurassic Park, blablabla. Au scénariste, Steven Spielberg et Tony Kushner. L'acting, Gabriel Labelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen. Alors on dit, attends, c'est Seth Rogen. C'était lui? Bah oui, c'était. Oui, c'est. Bah, MDR. Alors quand même, il est reconnaissable. Non, moi, tu sais, je l'ai tellement vu dans des trucs cons. Oui, c'est vrai. Que quand il joue un truc sérieux. Mais il a déjà joué dans un truc sérieux, mais là, j'ai pas le souvenir. Mais il a déjà fait un truc sérieux. D'accord. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu habitué. Donc Chloé Est, Julia Bottos, Sam Rechner, Judd Hirsch, et puis plein d'autres encore. Hein, John Williams qui est ressorti de sa retraite, parce que John Williams est parti en retraite, et il a dit que s'il sortait de sa retraite, c'était seulement pour faire la musique d'un Steven Spielberg. Voilà. Ah oui, d'accord, il l'a fait, t'as fait, Steven. The Fableman, qui est un film autobiographique. On en reviendra. C'est un débat. C'est un débat. En tout cas, c'est un film qui est tiré tiré de la vie de Spielberg. Tiré de la vie de Steven Spielberg. En fait, déjà, c'est un projet de base qu'il devait faire depuis longtemps et qui tout simplement devait s'appeler Steven. D'accord. Ou non, Spielberg plutôt. Spielberg, pas Steven. Spielberg, parce que Spielberg, regarde, c'est ça que j'ai noté. Spielberg, en fait, en gros, ça veut dire en. Comment on dit? Tiens, tu me l'avais dit. Truc. Des juifs, le Hirsch. Non, comment on dit la langue du juif la langue hébraïque. Non. J'ai oublié. J'ai un trou de mémoire de ouf. C'est pas grave. Raconteur celui qui raconte. Ouais, en gros, ça veut dire montagne de jouets, ou montagne de jeux, surtout. Et souvent, les gens l'appelaient montagne de jouets, en fait, tout simplement. Et le film devait s'appeler Spielberg, et le film là s'appelle Fableman, parce que tout simplement, Fableman, c'est l'homme qui raconte des fables, hein, tout simplement. Mais ça fait longtemps que c'est un projet qui devait tourner. Et du coup, ce film vous raconte les débuts de Steven en tant qu'enfant, adolescent, et même très, très jeune. Ouais, pré-ado. Il y a, je pense, il y a au enfant. Au début, l'enfance, il est tout petit. Hein. Tout petit comme ça. 5-6 ans. Alors ouais, je sais pas quel âge il a. Je pense que ça doit être après, dans ces eaux-là. Il parle. Je pense qu'il faudrait calculer par rapport à la sortie du film qu'il va voir. Oui, mais moi je pense qu'il a 5-6 piges. Ouais, il est jeune, et puis après on passe à l'ado, quoi. En fait. Après on passe à l'adolescence, et ensuite la préadolescence. Finalement, c'est surtout concentré sur ces moments-là de sa vie, le moment où je pense que le cinéma a été d'abord un coup de cœur, et ensuite est devenu un choix. Ce film vous expliquera son cheminement familial, intellectuel, qui l'a amené ensuite à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Et c'est un film particulier dans la filmographie de Steven Spielberg, mais c'est pas moi le spécialiste de Steven. Particulier, je sais pas. Moi, je pense que c'est une continuité de toute sa filmographie, à vrai dire. Tu trouves? Oui. Parce qu'il y a tout de Spielberg dedans. Hein. Après, j'ai pas vu le dernier. Le dernier, c'était quoi? C'était pas. Il y a eu Ready Player One, et il y en a eu musical. West Side Story. Voilà. Donc j'ai pas vu le dernier. Bon, après West Side Story, vu que c'est une. J'allais dire, c'est pas une réécriture, mais c'est un remake. C'est un remake du film musical qui est sorti il y a quelques dizaines d'années. Et alors, moi, ce film.
Alors moi, quand je vais voir ce film, je me dis, oh là là, on va voir du Steven Spielberg, ça va être incroyable, il va nous expliquer comment il est tombé dans le cinéma et tout, on va peut-être voir des rêves. C'est un peu ce qu'il fait. Alors, et il y a des rêves. C'est vraiment un peu ce qu'il fait. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai été confronté tout de suite. Alors déjà, le ton est étrange. Parce que moi... La scène d'ouverture est incroyable. La scène d'ouverture, je l'ai vue. C'est un peu après la scène d'ouverture, quand il arrive à avoir ce qu'il veut avoir étant petit. Oui, donc ceci, que j'ai eu une perte de pas longtemps. Vraiment. Comment ça? Ah, d'accord. Ouais, donc, ouais, vraiment, genre 5 minutes, quoi. Ouais, 5 minutes. Et t'es rentré dans le cinéma, t'as dormi, en fait. Mais non, c'est pas ça. Il s'est assis, il a fait... Non, rien à voir. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, le générique, il s'est lancé, il a vu réalisé par Spielberg. Non. Toi, t'es narcoleptique, non, je trouve que le film, au niveau du rythme, moi, personnellement, le rythme, au début, m'a dérangé. Ensuite, il y a l'histoire. Ah, l'histoire... et en plus, non, c'est après la tornade. Ah bah non, bah c'est pas là, alors c'est bien plus tard. Ah oui, c'est plus tard. Ça fait au moins 25 minutes de film. Non après la tornade, j'ai eu du mal. C'est vraiment... Parce que je revois la scène de la tornade, et au moment où la mère est au volant avec ses enfants et qu'elle parle, en fait, c'est pas que c'est déstructuré, c'est que c'est chelou. À ce moment-là, je comprends qu'au début, il me parle de cinéma. Je vois pourquoi il me parle de cinéma. Alors, encore une fois, quand je vois l'affiche avec les pellicules, quand je vois ça, les studios sur le côté, je me dis, incroyable ce qu'il va nous montrer. C'est-à-dire, je vais comprendre pourquoi, tu vois. Et j'ai pas regardé. Alors, tu comprends. En haut à droite, il me filme de rire, lui. Alors, j'ai la photo. Est-ce que je vais la trouver du premier coup? Non, je crois que c'est celle-là. Waouh, incroyable cette scène en plus. Qui est forte et qui est assez ouf et qui parle pas que de Spielberg mais du fait d'être artiste tout simplement. Ah oui. Et c'est ouf. Par quelqu'un qui, quand il arrive, c'est un monstre. Ouais, ça c'est incroyable. Ça c'est bien fait. Qui est précédé d'une scène qui fait référence à Poltergeist et qui est, on va dire, la seule référence paranormale ou fantastique du film, tu vois. Et parce qu'en fait, comme je t'avais expliqué, en fait, Poltergeist est réalisé par Toby Hooper et produit par Steven Spielberg, mais à l'époque, Steven Spielberg était en contrat avec Universal, ne pouvait pas faire de film autre que le film qui était, je sais plus c'était lequel à l'époque, mais était sur un film, il pouvait pas faire d'autres films. Donc en fait, il était quand même producteur de Poltergeist, mais Toby Hooper, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, qui avait connu le succès énormément, était complètement dans la drogue. Et donc en fait, sur le tournage de Poltergeist, c'était compliqué en fait pour lui. Et donc en fait, Spielberg, apparemment, il y a des grosses rumeurs qui fait que la grosse partie du film serait réalisée par Spielberg. Mais c'est officieux et pas officiel parce que normalement, il n'avait pas le droit de réaliser d'autres films que celui de Universal à cette époque-là. Et tu vois, cette anecdote-là, en fait, si tu connais pas bien la vie de Spielberg, tu passes à côté des choses. Mais ça, limite, je ne reproche pas au film. Parce que on peut y aller sans être un connaisseur. Ouais, voilà, on peut y aller sans être connaisseur, parce qu'au final, ça reste pour moi. Alors, contrairement à ce que tout le monde dit, puis qu'il l'affiche, le laisse penser, ce n'est pas enfin, ça allait un petit peu, mais ce n'est pas un film qui est une lettre d'amour au cinéma. C'est beaucoup plus que ça, et surtout, pour moi, une lettre d'amour à ses parents, qui sont maintenant décédés, malheureusement, mais qu'il a, en fait, incorporé dans tous les films de sa carrière pratiquement, dans Les Dents de la Mer, dans surtout La Rencontre du troisième type, parce qu'en fait il en voulait beaucoup à son père du fait qu'il est divorcé avec sa femme, avec sa mère je veux dire, parce qu'au final l'histoire d'amour entre ses parents dans le film là, c'est pas vraiment l'histoire d'amour qui s'est passée en vrai avec ses parents, c'est son père qui a divorcé et en fait il en a énormément voulu, il y a même à des moments il lui a tourné le dos, il ne voulait plus du tout lui parler et en fait on ressent ce traumatisme dans, je crois que tu l'as pas vu, mais dans La Rencontre du troisième type, il y a une scène qui est folle où en fait son père et le père dans le film et s'énerve, et t'as une scène où en fait la porte claque et il y a une lumière rouge et t'as en fait la caméra sur le gamin qui est horrifié par la vision de son père qui est en train de s'énerver contre sa mère, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de trucs comme ça. Dans l'ensemble, c'est la mère qui ressort du lot parce qu'il était beaucoup plus proche de sa mère. Et dans ces films, en fait, tout simplement, c'est l'image de la mère qui est mise en avant et l'image du père qui est mis comment dire,
En retrait. Et dans la rencontre du troisième type, en fait, il est omnibulé, parce que ça parle d'extraterrestres si vous ne l'avez jamais vu, hein, mais il est omnibulé par un truc qu'il a vu en vision et il délaisse sa famille à cause de ça. Et c'est genre en mode, son fils, il le déteste un peu en mode, mais tu t'occupes pas de nous, genre tu délaisses ton truc chelou pour nous. Et en fait, c'est un peu ce qu'on ressent là-dedans, où en fait le père, c'est l'opposé de la mère, parce que la mère qui est artistique, complètement délurée, et en fait le père qui est droit et mathématicien, carriériste et tout ça, qui, alors je dirais pas sans sentiment, mais qui ne laisse pas paraître de sentiments. D'ailleurs la seule fois qu'il le fait, c'est dans une scène qui est incroyable, tu vois, vers la fin, tu sais, quand il est dans l'appart, et je sais pas si t'as vu, avec son ombre derrière. En fait, alors, c'est presque les dernières scènes du film. Alors, c'est pas la dernière scène du film, mais c'est vers une la des fin. dernières. Petit spoil, en fait, à un moment, t'as le père qui ouvre une enveloppe. Non, le fils qui ouvre une enveloppe, Oui. et après les photos. Il voit les photos, Oui, et là, justement, c'est le seul moment où il laisse échapper un sentiment par rapport à la situation, mais très brève. Et en fait, c'est filmé en contre-plongée. Derrière, t'as une ombre, et l'ombre se transforme en la silhouette de la mère. Oh, j'ai pas vu ça. Ouais. Et parce qu'en fait, je trouvais la scène. En fait, vous voyez là, il y a la mère a une coupe carrée. D'ailleurs, ça c'est la famille. Hein, Samy. C'est Samy, c'est ça. Samy. Samy, abrégé en Sam, comme Steven, abrégé en Steve. Et Samy, donc dit Steven Spielberg, qui est à gauche, et les parents qui sont au milieu. Et en fait, la vraie photo, c'est ça. Ça, c'est la vraie photo des parents de Steven Spielberg, avec Spielberg au milieu. Donc, c'est pour faire la ressemblance. Mais quoi, avec, non c'est ce gars-là qui va faire Jurassic Park. C'est ça. Et tous les dessins animés qu'on a kiffé quand on était petit, qui va les produire. Regardez-moi cette petite graine de génie. Ça se voyait déjà dans le regard qu'il était bon, ce gars-là. Ah oui. Et puis bah voilà, donc en fait il y a la mère qui a vraiment cette silhouette avec sa coupe carrée, en fait, et qu'on retrouve dans l'ombre du père. Et ça c'est symbolique, enfin c'est incroyable. Mais c'est ce que tout le film raconte, parce qu'en fait, je te l'avais déjà dit, mais enfin, je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais sûrement, c'est que Spielberg, en fait, il est dyslexique. Donc en fait, il est plus à faire passer les messages du film dans l'image que dans le dialogue. En fait, il fait parler les images à la place de faire parler le personnage, même s'il le fait souvent quand même, hein, de faire parler le personnage pour expliquer. Mais là, en fait, dans ce Fableman, c'est ce qu'il montre aussi. Il démontre le fait que faire parler les images est beaucoup plus forte que faire parler les personnages sur certains points, certains sentiments et tout ça. En fait, mais au niveau de la réal, je peux pas critiquer le film parce qu'il est très bien réalisé. Et en même temps, je veux dire, ça y est, on le connaît. Et on sait que ce mec-là, quand il fait un film, quel qu'il soit, enfin bon, peu de films que j'ai vu de lui, parce que contrairement à toi, j'en ai pas vu beaucoup de Spielberg. J'ai vu Jurassic Park, Pentagon Paper, ouais, j'ai vu. Pentagon Paper. Ok. T'as vu Les Dents de la Mer? J'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai vu les 3. T'as vu Ouais, mais il y a que le premier. D'accord, bon, bah, j'ai vu le premier. T'as vu E.T. J'ai vu Ça fait déjà 5, c'est pas mal quand même. Ready Player One. Ready Player One. Chevaux de guerre, je l'ai pas vu. Moi non plus. La liste de Schindler, je l'ai pas vu. Regarde-le, il est incroyable. Et puis Liam Neeson. Hein. Liam Neeson. j'ai pas vu. Il y a quoi encore? West Side Story, j'ai pas vu. Ouais, mais ça, c'est pas ton kiff, West Side Story. Et... le Hook, tu l'as vu? Ah, Hook, incroyable. Voilà, bah, Hook. Il est dans mon top 3 des Spielberg. Voilà. Avec Jurassic Park, c'est le numéro 1 quand même. Jurassic Park, il est. En plus, à l'époque, bon, les gens un peu plus vieux que nous qui ont grandi, mais vraiment grandi avec Spielberg, quand Hook était sorti, c'était une déception à l'époque. Hein. C'était genre la cassure entre les fans de Spielberg et on va dire les nouveaux qui. Enfin, nous, quoi, en fait. Hein. Moi, j'ai découvert dans un Génération 4 PC, au magazine. J'ai vu Pourquoi l'image du film avec des images du jeu. Et du coup, j'étais. Mais c'est parce qu'il y avait un jeu. Un jeu, tu tapes. Donc un jeu Peter Pan, quoi, en fait. Un jeu Hook. Non, mais tape Hook, jeu vidéo, tu vas être choqué. Hein. Mais après, ça m'étonne pas, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'il faisait. Se faisait. Je crois que c'était Infogrames. Je suis pas sourd. Je suis pas sourd. Je suis pas sourd. Bah, tant mieux. Franchement, tant mieux. Je sais pas si tu vas voir des images. Ouais, donc ça va être ça, quoi. Ouais, c'était ça. Alors, je sais pas si on va voir des images du jeu. Ah putain, c'est petit. Attends, on va essayer de trouver des images. Et je crois que si. Je crois qu'on vient d'avoir une image. Est-ce que c'était un beat'em all? Oui, c'est ça. Incroyable. Donc ça,
C'était un beat'em all. Oh, c'est un peu petit. Alors, attends, on va essayer de mettre des images plus grosses et de bonne qualité. Et bah, du coup, on se fait avoir. Et tu tapes. Voilà. C'était ça. Ça. La pub, c'était ça. La pub, elle est là. Ça. La pub, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai vu. La pub. C'est exactement ça que j'ai vu petit. Et j'ai dit, ah, ça a l'air incroyable. Et pendant des années, elle a été mystérieuse pour moi, cette image. Et c'est bien plus tard. Avec le crochet, j'avoue qu'avec le crochet, c'est un peu. Elle était choquante. Et moi, par contre, je l'avais en français. Oui, bah, je me doute bien, oui. Et j'ai été choqué de voir ensuite. J'ai vu l'affiche du film. J'ai dit, oh, ça a l'air cool. Et j'ai vu un jour le film, il est passé sur France 2 ou France 3. Et j'étais tellement interloqué que j'ai dit, oh bah tiens, je vais voir de quoi ça parle. Et quand j'ai su que ça parlait, j'ai même pas tilté que ça parlait de Peter Pan. Je pense que tu le sais, même pas pendant le film. Quand le film il se commence, je dis, après, ah, ça ressemble à Peter Pan, mais pourquoi ça s'appelle pas Peter Pan? Et j'ai tellement. Et il y a un moment du film que je kiffe, c'est quand il lui dit, mais il y a rien dedans. Il dit, bah non. Mais si, il y a quelque chose. Ah oui. Et il n'y arrive pas. Pour lui, c'est vide parce qu'il est adulte. Et quand il commence à insulter le chef des enfants perdus, qui met un truc dans son cuillère, tu vois rien, qui fait ça. Et quand il lâche la cuillère, l'autre, il y a un plan sur lui et il se prend un truc dans le visage. J'ai fait. C'était incroyable. Ce film-là, pour moi, il fait partie de ces chefs-d'œuvre. Oui, pour moi, c'est très bien. Il a petit, en tous les cas, il m'avait complètement conquis. Et pour revenir à The Fableman, j'étais à fond dedans quand je le voyais dans les séquences où il réalisait, où il trouvait des astuces. Alors ça, j'étais le coup de je fais des trous dans la pellicule. Ça, c'est connu de ouf, en fait. Mais je savais pas, moi. En fait, c'est connu de ouf. Alors, je sais plus comment je l'ai découvert. Je m'en rappelle plus. Mais c'est par un autre réalisateur aussi, mais il y a bien longtemps, le fait de faire des trous dans la pellicule pour imiter. En fait, vu que ça fait la pellicule, il y a de la lumière qui passe à travers. Donc en fait, quand tu fais vraiment des petits trous à l'épingle, ça fait des flashs. Donc en fait, si tu le fais au moment où les gens tirent, ça fait comme si ça faisait un coup de feu. Ça, c'était incroyable. Il y a des trucs, vraiment, comme tu dis, le coup du placard. Parce que des fois. Alors, j'ai pas l'image, mais c'est vrai que. Samy s'enferme dans le placard. Et bon, moi, j'ai pensé à E.T. Beaucoup de choses. Il y a E.T., puis là, je vais pas. Il y a Jurassic Park. Il y a aussi, on y revient encore, la rencontre du troisième type. Ouais, ou que ça me dit rien pour l'instant, mais c'est possible. Je sais pas. C'est possible. C'est vrai que c'est incroyable. Parce que on explique quand même pourquoi le placard, parce qu'en fait, donc on lui offre une caméra et il diffuse ses films, on va dire, à l'abri de tout le monde dans un placard où il pose sa caméra. Et en gros, son placard, c'est son petit cinéma. Lui, quoi. C'est son cinéma et tout passe par le placard, notamment une scène qui est assez forte. Qui est incroyable. Une scène qui est assez forte parce qu'en fait, quand il n'arrive pas à parler, ce que tu disais, et il fait quelque chose et c'est bien le placard qu'il arrive à se faire comprendre. Donc maintenant que tu m'as expliqué ça, je comprends mieux son cheminement. Mais quand tu ne le sais pas, t'es un peu dérouté. Oui, après, en fait, on va dire, là, il faut un petit peu lire entre lignes, même si, attention, le film te surexplique pas mal de choses quand même. Oui. Justement par cette scène où, en fait, le gamin va voir le film où il y a un train, film que je n'avais jamais vu, que j'ai envie de voir, parce que l'effet spécial, lui, est incroyable, tu vois. Un train qui se crache, et en fait, après, il sort du cinéma, il veut un train. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un traumatisme qu'il a subi, et il veut capturer ce traumatisme, en fait, là, et puis, en fait, le père explique à la mère le pourquoi, en fait, il veut exorciser ses peurs en ayant le train. Mais après ça, c'est de la surexplication, parce que c'est dit par l'image, tu vois, tu le comprends clairement, surtout quand tu as cette scène-là qui approche et tu vois sa tête, tu vois, et tu comprends qu'en fait, il a été traumatisé par le film quand il l'a vu, quoi. Et il y a plein de choses comme ça surexpliquées dans le film qui, pour moi, je trouve, n'étaient pas nécessaires, mais que je comprends parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les clés, tu vois, donc il faut expliquer le fait de pourquoi ça, pourquoi ci, et comme tu l'as dit au début, c'est un peu un film où il explique comment il en est arrivé là, tu vois. Mais pareil, les scènes qui tournent quand il est un peu plus jeune sur certaines épopées de guerre et tout, le délire de la planche et de la terre, j'ai trouvé ça incroyable. Et ça, tu vois, c'est des trucs c'est des trucs que j'aimais bien voir, notamment ces scènes-là, parce qu'il est scout, donc il y a une sorte de... Il y a vraiment un lien entre lui et ses potes. Il est scout, oui, il fait des petits...
Alors, je crois que quand il est scout, c'est quand il fait le film de guerre, je crois. Il fait le film de cowboy. De cowboy, quand Il il fait est le film de scout, je me cowboy et il rappelle fait le plus. film de guerre. Et ces deux Les films-là ont deux, donc les existé. deux, ouais. Ouais, il fait les deux. Mais même l'autre, le truc de la plage Alors la plage, au c'est à la fin. collège, il a existé aussi. Hein. Ah, non, mais Et en fait, ouais, le truc qui est intéressant, c'est que lui, comme on voit là, il diffuse le film devant un public et en fait, il est derrière la caméra, il regarde les réactions des publics parce que c'est à ce moment-là où il comprend que les images peuvent déclencher des réactions dans le public et notamment à ses parents quand il diffuse, je sais plus quel film où ses parents sont dans le public et qui je crois que c'est le rigolent et film tout de ça. guerre. Ouais, je crois que c'est film de Le guerre. film de guerre. Et dans le film de guerre, d'ailleurs, il y a un truc qui est incroyable où on parle encore aussi de la direction d'acteur et de la sensibilité qu'il a en fait à s'émouvoir devant des trucs où quand il parle, en fait, il a un acteur principal qui est pas très intelligent, on va pas se cacher. Hein. Enfin, c'est pas qu'il est pas intelligent, c'est que. En fait, il comprend pas. Bah oui. Il comprend pas ce qu'il lui dit. Il prend des potes un peu pour faire du ciné. C'est pas des gens qui veulent être acteurs. Alors, apparemment. Enfin, dans le film, dans tous les cas, je le ressens pas comme ça. Dans le film, on ne le dit pas que c'est un pote, mais dans la vraie vie, apparemment, c'est le mec qui l'harcelait. Le personnage, le personnage principal du film, dans la vraie vie, apparemment, ça serait ça. Dans le film, on te l'explique pas, mais c'est un personnage qui est assez grand en plus, et il lui explique comment jouer la chaîne, et l'autre ne comprend pas. Il fait quoi, comment ça? Et en fait, il lui dit un truc de ouf en fait, il choque son acteur, tu vois. Mais vraiment, genre, il traumatise son acteur. Et quand après il filme, l'acteur il avance tout droit sans s'arrêter alors qu'il devrait s'arrêter. Et lui, il arrive même plus à arrêter la caméra parce qu'il capte le moment. Il capte le moment. Il fait putain, genre là, tu vois, je sens la sensibilité et il est conscient qu'en fait, il vient de traumatiser le type, quoi, en fait, en lui disant des trucs de ouf, quoi. Ça, c'est pareil, c'est un truc à côté duquel je suis passé. Et pourtant, c'est une scène qui est cool. Mais tu le comprends, ça, le fait que. Tu le comprends, mais. Qu'il traumatise l'acteur et que, genre, ça le choque. Et, en gros, ça le choque d'avoir ce pouvoir-là, rien qu'avec l'image, tu vois. Enfin, l'image de, en fait, quand il lui explique le pourquoi, parce qu'en gros, film de guerre, il est, je crois, colonel ou sergent, je sais plus. Il a une troupe avec lui, ses hommes sont morts, il lui dit tes hommes sont morts, ils sont battus pour toi, ils sont morts à cause de toi et tout machin, et il traumatise le type, et le type il dit ah bon, ouais. Genre, tu sais, c'est vraiment genre un peu teubé, le type, il fait ouais, ils sont morts pour moi et tout, et puis le mec commence à chialer, il marche tout droit, et il comprend qu'en fait, avec la force de l'imagerie, de l'imagination, tu peux aller loin en fait dans les sentiments, tu vois, et c'est assez ouf. Et bah, tu vois, ces scènes-là, je les trouve intéressantes, et malheureusement, dès que ça penche du côté du drame familial, faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal avec la mère. Pas au niveau de l'actrice, elle joue très bien. C'est le personnage de la mère. Et ça c'est intéressant parce qu'en plus dans la vraie vie c'était l'inverse, il était plus proche de sa mère que son père, là c'est l'inverse, et c'est la mère on va dire qui est méchante dans l'histoire, même si elle est pas vraiment méchante. Mais c'est vrai qu'en fait t'es pas du côté de la mère et tu dis putain en fait elle est antipathique un peu, tu vois. C'est pas qu'elle est antipathique, égoïste. Ouais c'est ça, et c'est en fait égoïste. Mais enfin, c'est compliqué. Oui, c'est difficile de dire égoïste parce qu'elle fait quand même des trucs. En fait, elle fait des trucs pour ses enfants, incroyables pour ses enfants et pour son mari aussi, pour sa famille. Ah oui, oui. Où en fait, capricieuse. Ouais, je sais pas si c'est capricieuse. Oui et non. Oui, d'un côté parce que en fait, elle est enfermée dans quelque chose qu'elle n'apprécie pas vraiment, mais elle fait des efforts pour que ça ne se voit pas et pour que ça ne se ressent pas. Et pour que la vie de famille continue, malgré le fait qu'elle est enfermée dans un truc qu'elle n'apprécie pas, parce que en fait son mari est tellement, c'est une machine, c'est un robot en fait son mari. Il est énorme. Il travaille pour IBM, je crois. Après, je veux dire, pas pour l'instant. Il travaille sur des ordinateurs en mode de ouf, calculateur de ouf, et après il se fait embaucher par IBM. Et ce qui est intéressant, parce que Spielberg travaillera beaucoup avec IBM pour faire les effets spéciaux de ses films plus tard. Tu sais que c'est très drôle que Spielberg et cette famille donc de confession juive bossent pour IBM. On sait ce que IBM a fait et l'argent qu'ils ont fait avec ça. Après, IBM, c'était quand même une grosse société d'effets spéciaux à l'époque. Hein. Oui, mais bon, t'avais pratiquement que eux. Ils ont quand même fait de l'oseille sur cette merde. Hein. Oui, mais bon, c'est comme Astérix. C'est plutôt comme Tintin, tu vois. Alors, Tintin, tu sais que c'est particulier. Oui, alors d'ailleurs, il y a une histoire qui est sortie. Parce que le papa de Lucas et Thomas, il est tintinophile. Et ici, tintinophile, incroyable, j'adore. C'est comme ça qu'on dit. Et il m'expliquait justement que pour Hergé, c'est pas aussi binaire qu'on le pense.
Oui, non, je connais, enfin, j'ai lu un peu de l'histoire. En vrai, c'est pas genre il y allait de son plein gré parce qu'il kiffait. Hein, Non, Hergé, puis même il y avait une histoire avec le papier. Oui, bah oui. Et Il y tu vois, avait des restrictions sur le il y avait papier. des Et restrictions tout. sur le papier. Et en gros, si vous voulez publier quelque chose, Fallait que tu sois. Alors que du IBM, côté de l'île des méchants. ben voilà, mais IBM, il y a une logique capitaliste dedans. Oui, bah, je C'est-à-dire me que doute bien, IBM mais savait. Après, je connais pas trop Mais l'histoire. non, mais moi, je c'est me surtout doute pour bien. dire que c'est vraiment drôle, entre guillemets drôle, c'est cynique quand je dis ça. Parce que l'antisémitisme est abordé dans le film. Oui. Puisque parce que si vous ne le saviez pas, Steven Spielberg. Et alors, de culture, parce que je ne sais même pas s'il est de confession. Alors, il y a une côté confession. Dans le film, il s'est un petit peu soulevé. Bah, bien sûr, parce qu'il y a pendant longtemps, Spielberg a un peu réfuté son côté, la religion juive, pardon. Genre, c'est vraiment, genre, il en parlait même pas. Je sais même pas s'il est encore, il est juif aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il est, comment on dit Juif athée. Non, la religion, c'est juif ou c'est. Bah, si, religion juive. Ouais, sinon, tu peux dire la religion hébraïque. Voilà, hébraïque, c'est ça que je voulais. Et je crois pas qu'il le soit aujourd'hui. Enfin, maintenant, il l'a accepté. La liste de Schindler a un peu aidé quand même. Hein. Mais il l'a beaucoup mis de côté pendant longtemps. Et en fait, dans le film, on le voit un peu. Ça revient beaucoup, même sur la fin. Ouais, surtout sur la fin. Et j'ai été surpris de voir que c'était à cet endroit-là. Il y a une scène qui, alors, pour moi, je trouve que quand t'es religieux, tu te dis, ah, quand même, putain. Enfin, je suis pas le religieux, mais dans l'idée, c'est qu'en fait, il sort avec une fille qui est chrétienne, c'est ça, et qu'en fait, il met de côté, enfin, ouais, c'est ça, il met de côté son côté juif, en fait, pour pouvoir accéder à cette femme et dire, et en gros, un peu coucher avec elle ou sortir avec elle, et dire, ouais, je suis chrétien, t'inquiète, tu vois. Et bah, lui dit, tu viendras à la maison pour prier. Ouais, bon, après, il y a le jeu de mots, mais c'est que, genre, il accepte de prier avec elle dans sa chambre chrétienne, tout, avec des croix de Jésus partout, et en mettant de côté sa religion pour pouvoir sortir avec elle, quoi. J'ai fait, putain, c'est assez osé, quoi, quand même. Enfin, pas à cette époque-là, mais à l'époque. Un peu rigolo, quoi. Bah, ouais, après, c'est rigolo. Je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui, de par leur éducation, surtout les jeunes de cette époque-là, parce que c'est l'époque où, grosso modo, ouais, mais en plus, il est en Californie. Avouer avoir fait ça, je trouve que, tu vois, avouer et dire, bah, je m'en foutais de ma religion parce que elle m'intéressait, tu vois. Je trouve, bah, c'est honnête. Puis après, bon, bah, voilà, du côté de la religion, je sais pas si t'admets au grand public que, bah. Pourtant, l'antisémitisme, il le souligne dedans. Oui, parce que je pense que c'est peut-être pour ça qu'il réfute son côté culturel lié à la religion juive, parce qu'on lui, quand même, c'est des sales types en Californie, parce qu'il déménage beaucoup. C'est une famille qui voyage énormément à travers le pays. Ouais, parce que le père se fait muter parce qu'en fait, il monte de grade et il a un travail plus important, mais pour avoir un travail plus important, il faut qu'il un meilleur salaire, il doit changer de lieu géographique, et c'est souvent d'un état à un autre. Et je crois que ça fait Arizona, Phoenix, et à la fin, alors je sais pas si on est à LA, mais en tous les cas, on est en Californie. Bah, lui plus du côté de San Francisco, lui est en Californie. Parce que si le père est en Californie, parce que justement, il va voir son père pour justement aller à Hollywood. Exactement. Donc il y a des trucs des fois dans le rythme en fait, c'est même pas le rythme, c'est dans ce qu'il raconte le film. C'est pas qu'il m'a perdu, c'est qu'à un moment donné, c'est même pas que j'y adhérais pas. Ça je kiffais. Parce qu'il voyait pas le ça j'aimais bien moi quand il fait ça là. J'aime bien moi quand il fait le montage en gros. Le montage. Au début, il a pas de machine à monter. Je te voyais, mais c'était toi. Je te voyais couper les trucs et coller. Ça c'est génial. Même parce qu'en plus quand il disait le prix de la machine de montage, tu sais que je repense à combien ça coûte la suite Adobe. C'est des bâtards. Bah, parce que la machine de montage, elle est trop bien et tout. Combien elle coûte? $60. J'ai fait. Bah, à l'époque, c'était cher de ouf. Ouais, mais $60, c'est parce qu'à l'époque, même si c'était cher de ouf, l'américain moyen, il gagnait pas $400. Il tapait des $1,500, tu vois. Surtout que c'était les 30 Glorieuses. Je sais pas. Alors, son père, peut-être, ouais, j'avoue. C'est sûr, son père, il tapait du. Mais en vrai, après, ils avaient quand même une grande famille. Tu vois, il fallait quand même nourrir tout ça. Et la mère, je crois qu'elle a travaillé, mais je crois qu'elle gagnait pas des milliers des cents, tu vois. Donc, c'est principalement le père qui ramenait l'argent, en fait. Paul Dano. Incroyable. J'ai découvert dans Batman. Je l'ai vu dans d'autres films. Ah oui, non, parce que, ouais, je me disais. Ouais, en fait, mais c'est dans Batman. Après, je pourrais pas te dire si t'as vu. Je me suis dit, c'est qui The Riddler?
Et là, je vois, c'est Paul Paul Dano. Dano, ouais. J'ai Paul dit- Dano est très bon Et acteur, après, hein. je l'ai revu dans d'autres films. Et Paul Dano, Il est très fort, Paul Dano. il a une tête bizarre. Mais c'est pas Il sur le a une tête c'est pas, bizarre, c'est pas sur le physique, c'est qu'à cause de The Riddler, Ah, j'ai mais un oui, problème. ok. J'ai un problème, je dis, ce gars-là est fou. Est-ce que les gens le savent? Parce il incarne tellement bien le Sphinx dans Batman. Parce qu'il est incroyable dans Batman. Oui, non, Moi, mais c'est franchement, un il m'a très bon acteur, limite hein. au Même niveau de là-dedans, il est Pattinson. bien. Et il joue très bien. Mais voilà, en fait, moi, j'ai été perdu. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un film frauduleux. Parce que je pensais que Frauduleux. j'allais voir quelque chose. Et Mais en j'ai fait, vu le problème, c'est autre que c'est chose. les médias qui t'ont vendu quelque chose. Mais non, personne ne m'a rien vendu. C'est l'affiche, tout con. Oui, bah, c'est pour moi les La médias. scène de fin. Est Ah, incroyable. et il y a beaucoup de gens, parce que je me suis dit, lui, il est complètement perché, il aime bien parce qu'il n'est pas objectif. Et non, il y a beaucoup de gens qui ont dit que la scène de fin était exceptionnelle. Alors Elle est moi, incroyable. connaissant le niveau du monsieur, je la trouve facile, Oui, mais accessible, parce en que fait, tout le monde peut la comprendre. facile, accessible, certes, mais c'est en mode fallait y penser. Oh, arrête. Bah, bien sûr que si. Non, arrête. Il En s'appelle fait, Steven Spielberg. Ouf. En fait, le truc, c'est que comme tu dis, c'est facile. Steven Spielberg qui fait un truc qui a un génie de mise en scène et de réalisation, faire ce genre de truc, c'est étonnant. Et c'est pas sans sens, tu vois. Ça veut Ah dire non, quelque chose. je pense que c'est mesuré. Ça dit plein de choses. On va pas le dire là. Enfin, Alors, ce serait dommage, parce que pour le coup, le film, quand il finit, je peux dire, il finit sur un truc finit sur un truc, mais je peux dire quand même qu'en fait, quand on va revenir au fait que c'est pas biographique, c'est fictionnel parce que c'est pas vraiment l'histoire. En fait, le truc qui est intéressant, c'est quand on fait une biographie d'une personne célèbre, souvent on veut se rapprocher au plus au réel, plus près au du plus réel. près du réel. Oui. Là, il fait pratiquement tout pour s'éloigner du réel de sa vie. Et en fait, en faisant ce geste-là à la fin du film, il te fait comprendre que c'est lui qui te racontait une histoire fictive sur sa vie. Et c'est pour ça que le film ne s'appelle pas Spielberg, c'est pour ça qu'il s'appelle Sammy et pas Steven. Et en fait, à la fin, ce truc qui est un peu casse un peu le film, te rappelle que derrière le film que tu viens de voir, qui a un peu été vendu à tort, je pense, comme une biographie de Spielberg, te rappelle du fait que bah non, en fait, c'est une histoire qui vient de te raconter et que dans les histoires, il y a beaucoup de fiction et que en fait, c'est une fable. Alors, la fable en théâtre, c'est très particulier. C'est pour ça que moi, je suis très perdu avec. En fait, la fable, au théâtre, quand on te parle de la fable de Roberto Zucco, le prof qui était Monsieur Ringard, qui était l'un des. Ringard. Bah oui, mais crois-moi bien que c'était un pote de Michel Vinavert et de Ouais, metteurs en scène de ouf. Hein. Mais même moi, je te dis ça, mais moi, il a écrit des livres. Je sais pas s'il est. Bah, j'espère qu'il est encore vivant. Et il est incroyable. Et il a dit, bah, dans la fable, Roberto Zucco, ça commence quand la fable? Et puis nous, on lui lit le début de l'histoire. Il dit, bah non. Et il nous dit la fable en théâtre, ça commence au commencement et bah, c'est la naissance de Roberto Zucco. Sauf que dans le livre, c'est un moment précis où Roberto Zucco, il a dit bah ah oui, c'est ça la fable. Et du coup, moi, j'ai jamais su écrire des fables en cours, c'était trop compliqué. J'étais trop alambiqué là-dedans pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Mais effectivement, quand le film commence et quand le film se termine, image forte aussi à la fin. Vraiment, juste avant, il y a une séquence. Et moi, celle-là, j'ai trouvé vraiment cool. Encore une fois, une séquence qui parle de cinéma. Mais vu que j'y suis allé pour qu'on me parle de cinéma et que j'ai pas voulu lire le sous-texte à côté vis-à-vis du drame familial et que je connais pas l'histoire comme lui de ce réalisateur, et ben je suis passé à côté, peut-être même de l'essence même du film. Et du coup, j'ai pas été touché de la même manière. Et je trouve ça dommage. Parce qu'au final, pour moi, au lieu de que ça soit une lettre au cinéma, c'est tout simplement une lettre à sa famille, tu vois. Et bah, tu vois, peut-être que j'aurais pu s'intégrer si on m'avait expliqué comme ça dès le départ. En fait, moi, je savais, parce que moi, j'étais sceptique au début quand je suis allé voir le film. J'ai fait, bon, ok, Spielberg qui fait une lettre au cinéma. En plus, ces temps-ci, on a eu pratiquement que des films comme ça, de gros réalisateurs, et qui, en fait, raconte sa vie. Je fais, wesh, Spielberg, c'est pas du genre à être, comment dire, hautain, tu vois, genre à dire, ah, je suis le meilleur, t'as vu? Et en fait, j'étais sceptique. Je fais, mais comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va raconter? Et en fait, bah ouais, c'est plus, on va dire, une lettre d'amour à ses parents. Et ce qui est triste, c'est qu'en plus, il a dit, parce que ses parents, ils ont été connus quand même. Et ses parents lui ont demandé, mais c'est quand est-ce que tu nous mets dans tes films, tu vois? Alors qu'en fait, indirectement, il a toujours mis ses parents, l'image paternelle et maternelle dans ses films. Et ses parents, le voyaient pas en fait. Et le fait qu'il sorte ce film-là sur ses parents après leur mort, je trouve ça encore plus fort, tu vois. Tu vois, c'est des éléments que j'avais pas en y allant, mais du coup,
est-ce que c'est la question que je t'ai posée quand on en a discuté, est-ce que ce film est accessible? Oui, parce que moi, j'ai une Tu vois? lecture du film par rapport au fait que je suis fan de Spielberg, mais je l'ai vu avec ma copine, je crois. Mmh. J'hésitais avec ma mère, mais je suis pas sûr, je crois pas que ma mère était. Donc je l'ai vu avec ma copine. Ma copine, bah, c'est Spielberg, c'est des films d'action, donc c'est pas sa cam. Enfin, des films d'action, des films à grand C'est spectacle, bien donc c'est pas dommage. trop sa cam. Il y a quelques films qu'elle aime bien, hein, mais elle est pas fan de Spielberg. Pourtant, elle est sortie du film et elle a chialé pratiquement toute la moitié du film aussi, hein, tu vois. Ah Et ouais, elle est sortie du film, elle fait c'est incroyable, tu vois. moi j'ai pas du tout été, mais Alors que, tu vois, et pourtant, elle connaît rien de Spielberg. Tout ce que je t'ai raconté là, je oui, lui ai même pas dit. Enfin, certains trucs, mais pas tout. Pourtant, elle connaît rien de la vie de Spielberg, hein. bah écoute, dommage. Oui, Bah bah oui, c'est après. ça et c'est dommage Mais après, je et comprends parce que Spielberg, comme on a une idée ah en c'est tête ça, de Spielberg, exactement. et ce film-là fait partie de la filmographie de Spielberg où bah, c'est pas Les Dents de la Mer, c'est pas Jurassic Park, c'est pas Ready Player One, c'est, on va dire, de l'autre catégorie de films que Spielberg peut faire et qui est là beaucoup plus intimiste où il se confie beaucoup et puis parle de lui-même et de son cinéma, hein, parce qu'il y a même des références de mise en scène à ses films à lui. Ça pareil, j'ai pas trop fait à part le placard, j'ai pas trop fait En gaffe, ouais. fait, là, je l'ai pas la référence parce que je l'ai oublié, mais il y avait des références en fait dans la mise en scène qui rappelaient Duel en fait de bah, son premier téléfilm, pas film parce que c'était un téléfilm, avec la voiture et la route et tout ça. Ah Enfin voilà. et donc du coup, on peut lui mettre une note, je te laisse lui mettre la note de sur 5 bien sûr parce que nous notons sur 5 pour nous et 100 Parce décimales. que je crois qu'on avait dit qu'il y avait déjà un Spielberg sur 5. Ah oui, Donc bah c'est Spielberg sur 5, donc qui pour non, moi t'abuses. bah si si T'es si. dans l'abus. Parce que là, toi, tu Enfin dis qu'il a des pas. défauts et Oui. tu lui mets. Parce qu'on part de 5 sur 5 et Non, Spielberg sur 5. sur 5 sur 5 pour moi parce Ah que non, non, mais en vrai Spielberg sur même 5. s'il y a non parce que après t'as raison c'est pas non plus alors c'est vrai t'as raison c'est pas le meilleur Spielberg Alors, je sais pas et si là c'est je pas le le dis meilleur. pour moi c'est pas le meilleur Spielberg mais c'est un film incroyable Il où, genre remplit le cahier des charges. malgré qui est alors plus que ça pour moi mais malgré qu'il ait des défauts donc une certaine longueur quand même à certains moments et ben ce film est enfin, je lui pardonne ses défauts parce que ce film est juste incroyable quoi il est dingue. Eh ben, moi, Steven, je vais être plus méchant avec toi. Je vais te mettre un 1. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas La vrai. violence de ce truc. Non. Il a mis 2 à beurre de frais. Je me voyais pas mettre. J'ai mis 2 à Bird of Prey. T'as mis 2,5 parce qu'il y avait des virgules, je Ah crois. oui, à l'époque, il y avait des virgules. Donc, je vais te mettre un 3 sur 5 parce que c'est quand même un bon film dans le sens où la réal, elle est impeccable. Et maintenant, j'arrive à me satisfaire. Des fois, les films ne me plaisent pas. Mais la réal, alors ça va pas marcher avec Amsterdam, et je suis désolé, bien que Amsterdam, il y a des plans que j'ai trouvé cool. Non, mais Mais après, c'est la réal, souvent je la deviens. sensibilité non plus. Mais ça, On peut pas tout accepter, hein. ouais, mais la réal est quand même bien foutue. Les acteurs sont très bons, donc c'est difficile. En fait, c'est un gros 3 que je lui mets. Parce que j'ai pas envie de lui mettre 4. Parce que, on va dire, comparé au film d'après, je suis pas rentré dedans comme je suis rentré dans le film qu'on va discuter après. Donc en fait, c'est plus par contre, c'est un gros 3. C'est-à-dire, c'est un 3 énorme. C'est-à-dire que si vraiment vous aimez, en tous les cas, du bon cinéma, enfin, du bon, c'est pas bien de dire ça. En tous les cas, si vous voulez voir un truc qui sort des carcans Marvel et Disney, alors je vais vous expliquer ma cure des intox pendant la BDR de ce week-end, qui fait que je ne suis plus du tout le défenseur de l'écurie Disney auprès de ce jeune homme. C'est-à-dire que maintenant, je commence à être d'accord avec lui et limite, je me retiens dans la critique parce que j'ai envie de retenir mes coups. Mais un gros 3 sur 5 parce que ça reste quand même honorable et pour moi, c'est un film ok tiers. J'espère que c'est pas son dernier film. Vraiment. J'espère aussi, Parce hein. qu'il a un rythme de sortie de film qui est bon. Après, je préfère qu'il en sorte Ça un tous les dépend. 3 Des ans. fois, il sort 2 films en une année. Bon. Ça dépend. Et j'espère qu'on aura d'autres choses à voir de toi, Steven. Et dans tous les cas, merci pour tout ce que tu nous as apporté aussi au niveau du cinéma, mais aussi des dessins animés. C'est quand même, tu fais partie de notre culture à toute patate, à nous. Donc, Patate. à toute patate. Voilà, Et quoi. on va parler du film numéro 2 maintenant. Et le film numéro 2 est le film qui est sorti hier. Avant de parler du film, Avant de parler bien du film, sûr, parlons de lui. on va faire une rubrique nécrologique, malheureusement. Les préférés de Raven. Cet acteur-là, qui joue dans tous les John Wick, qui s'appelle Lance Reddick et qui est mort malheureusement le 17 mars. Donc, C'était pas hier. Pas longtemps. En fait, avant-hier. on a eu avant-hier la note de la famille qui annonçait qu'il était décédé, mais il est décédé le 17 mars, apparemment de cause naturelle,
Je crois qu'il avait dans la soixantaine, mais je crois que c'était 62 ans qu'il avait. Et c'était un grand acteur que j'aimais beaucoup, qui jouait dans Fring, dans Lost, dans The Wire. Dans la série Si vous Resident l'avez pas Evil. vu, dans la série Resident Evil, et juste pour lui, ça vaut le coup en vrai. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand j'ai cherché des photos, je me suis remis des photos de Resident Evil, je fais, c'est vrai qu'en fait, c'était un peu cool avec lui. Et je pense que c'est un peu pour ça que j'ai aimé les... Enfin bref, on va pas partir sur ce terrain-là avec le Captain, hein, mais voilà. Malheureusement, il est décédé avant d'avoir vu... Alors peut-être qu'il a vu le film... en amont, parce que le film en vrai il a été tourné en même temps que, enfin on y reviendra, mais voilà, c'était pour quand même parler de lui, parce que c'est un très bon acteur, un acteur que j'aimais beaucoup. Et c'est triste parce qu'en plus 3 jours avant il avait publié une story avec ses chiens sur Twitter en mode normal. Il avait pas l'air malade et tout ça, tu vois, et c'est assez ouf en fait de voir que tu peux partir un peu Bah, comme ça sans prévenir, quoi. oui, bah, son heure était venue, le pauvre. Voilà, c'est ça. Mais je te laisse nous présenter du coup le casting de John Wick chapitre 4. On va aller vite, à vrai dire. C'est le 4e film de John Wick, réalisé toujours par Chad Stahelski, qui était le cascadeur qui doublait Keanu Reeves sur les Matrix et qui a été chef de cascade sur plein d'autres films. Au scénario, on trouve Michael Finch et Shay Aten sur la création de personnages de Derek Kolstad. En acting, on trouve Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Rachel Vasilev, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Shami Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama dans Akira, et bien sûr le bon Scott Adkins dans Killa. Voilà. Je voulais juste parler du fait que ce film-là, en fait, tout simplement, il a été réalisé en même temps que Matrix 4. Qu'il a été un petit peu repoussé en fait pour pas sortir en même temps que Matrix 4, mais qu'il y a eu un truc qui s'appelle le Covid qui a encore plus repoussé le truc, et au moment de sortir au cinéma il était dans le même créneau que Top Gun Maverick, donc pour pas avoir la même concurrence il a été repoussé encore. Mais apparemment il y a eu des complications dans la pré-prod et dans certains reshoots en fait, et surtout des trucs qui étaient tournés à Paris. Apparemment le tournage à Paris était assez compliqué. Ouais, encore plus s'il devait tourner en ce moment. Et John Wick 4, qu'est-ce que ça nous raconte? Chapitre 4, si vous avez suivi le John Wick 1, 2, 3, que je ne raconterai pas, John Wick était un tueur embauché par une organisation qu'on appelle, qui appartient à la Table. Et la Table, a une armée de tueurs qui doivent répondre à une sorte de code d'honneur, à des règles, et John Wick, au fil des aventures que vous pouvez voir du 1 au 3, le 3 je crois que c'était Parabellum, oui, veut s'affranchir de la Table, et il se passe un événement à la fin du 3, où on le retrouve tout de suite, presque un peu, il doit y avoir une légère ellipse au début du 4, et Jonathan Wick, décide de mettre un terme à cette espèce de joug qu'a la Table sur lui, puisque la grande table, donc cette espèce d'organisation secrète à laquelle appartiennent tous les tueurs à gages, a la main sur tous ses employés, et il est très difficile de la quitter. Il faut monnayer sa retraite. C'est-à-dire, c'est horrible, c'est-à-dire ce qu'on disait hier, que tu ne peux pas partir en retraite, tu dois négocier ta retraite, et c'est souvent au prix de quelques sacrifices, que ce soit au niveau familial, personnel, ou parfois même mourir ou tuer quelqu'un. Et il va devoir se battre contre une organisation qui est beaucoup plus grande que lui, beaucoup plus puissante, pour pouvoir se défaire de son emprise. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. La réal de ce film, MDR, c'est... Alors ce plan... C'est pour ça que je te dis, il y a des scènes qui ont été dessinées. Oui, il y a des plans... Ces scènes-là ont été et on dessinées. y reviendra, parce que... au final, John Wick 1 est cool, parce que John Wick 1 est un film à petit budget qui a eu énormément de succès, parce que d'une, ça faisait le retour de Keanu Reeves, et parce qu'en fait, c'était un cascadeur, un coordinateur de cascade qui mettait en avant les cascades et les filmait correctement, parce que les cascadeurs, beaucoup reprochaient au metteur en scène de pas filmer comme il faut les cascades. Et là, c'était un mec qui venait de la cascade, donc il savait à peu près comment filmer. Donc, il y avait de la baston bien filmée, et c'était un peu neuf, si on peut dire, dans les films d'action du moment. Et en fait, après, ça a cartonné. John Wick 2 est sorti. Dans John Wick 2, il a poussé, on va dire, les cascades beaucoup plus, où tu avais des trucs un peu rocambolesques, des trucs de ouf. Et c'est pour ça que le 2 est assez ouf quand même. Ah, le 2 est incroyable. Et je pense que pour moi, encore aujourd'hui, le 2 est quand même le meilleur de la
de la saga. Le 3, c'était pratiquement un copier-coller du 2 avec quelques petits trucs en plus et quelques petits trucs sympathiques, des acteurs aussi en plus cool, un combat à la fin qui était assez stylé avec l'acteur qui jouait dans The Raid, contre Keanu Reeves d'ailleurs. Et après, il y a le 4, mais le truc, c'est qu'on va dire que le scénario, on s'en foutait un petit peu, quoi, en vrai. Mais c'est pas grave. Il y avait un lore. Le lore était là depuis le départ, mais le lore n'est pas le scénario. Et le scénario, on s'en foutait un peu, parce que ce qu'on voulait, nous, c'est de la patate. Et c'est ça incroyable. se fout sur la gueule. Là, avec le 4, en fait, je pense qu'il s'est dit, voilà, on est une saga, et il veut faire autre chose. À mon avis, hein, c'est comme ça, je parle pas pour lui, mais bon. Et là, il place plus dans du côté esthétique. Donc comme ça, on a des scènes qui sont incroyablement... Des scènes je crois que le film est long. Alors, le premier film durait 1h40, le deuxième film durait 2h, le troisième film durait 2h10, ce film-là dure 2h50. Ah, il durait 3 heures. Il dure 2h50 et il a dit que la première copie durait 3h15. Incroyable. Alors, on le ressent quand même. Bah oui, mais nous, on avait dit 2h30. C'est vrai qu'on a dit 2h30. On a dit minimum 2h30. Ouais, mais tu vois, comme quoi. Mais après, moi, je l'ai ressenti. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas ressenti où il se passait rien. Enfin, en tout cas, pour moi, ah non, c'est pas du tout je ça. l'ai ressenti pendant les scènes de fight, parce qu'il y a des scènes de fight qui sont énormes. Je crois qu'il y a des scènes de fight qui durent 12 minutes, quoi. Vraiment, mais c'est tout le temps. C'est non-stop. Et le problème de ça, c'est que dans le 2, il a innové avec les scènes de fight. On va dire par rapport au 1, il a apporté des trucs cool et frais, même par rapport au film d'action. Dans le 3, c'est un peu le même Reddit, sauf que là, le 4, bah, c'est pareil. Les scènes d'action, les enchaînements sont pratiquement toujours les mêmes. Donc c'est un peu dommage, et c'est pour ça qu'il y a des moments, quand tu as une scène de 10 minutes, bah, en fait, tu vois le temps passer. Après, il y a l'habillage qui est derrière. Il y a l'habillage qui fait que, bah putain, esthétiquement, ça claque de ouf, quoi. Non, mais c'est incroyable. Genre, t'as des décors de ouf, t'as des trucs bossés. Les personnages. T'as des personnages. Voilà, esthétiquement, je suis Klaus. Ah, je l'ai pas à Klaus, mais j'ai tous les personnages. Incroyable. Ce personnage, pour moi, alors j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que lui, il était vraiment genre poussé à fond, et c'est vrai, il a les potards poussés à fond, et que c'était même ridicule. Mais pour moi, alors déjà, j'ai eu des gros doutes, mais le générique me l'a confirmé. Pendant tout le film, je l'ai vu, je fais, mais c'est Scott Adkins. En fait, quand il commence à mettre des kicks, j'ai reconnu Scott Adkins. Il a reconnu au coup de pied. Ouais, parce qu'en fait, en fait, quand on regarde pas mal de films avec des acteurs d'arts martiaux, et ben on les reconnaît un peu, tu vois. Quand je vois Donnie Yen, je reconnais que c'est putain Donnie Yen qui frappe. Quand il fait ça sur la gueule du type dans la cuisine, la moulinette de la mort. Exactement, c'est Donnie Yen. Il a fait la moulinette de la mort. Quand je vois Scott Adkins, qui est assez grand et baraqué, mais qui est là, en fait, il est maquillé en personne un peu. Alors, il est pas gros. En fait, il est juste mastoc, tu vois. Ah ouais. Genre, ses épaules sont énormes. Bah, attends, je vais te le montrer, Scott Adkins. Mais en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais putain, tu vas comprendre pourquoi je l'ai pas reconnu. Et je me suis dit, mais attends, c'est lui et tout. Et après, quand il commence à se taper, alors déjà, parce que quand tu vois une masse comme ça se taper, tu fais, mais c'est pas possible que lui fasse ça, tu vois. Bah, moi, quand j'ai vu le coup de pied, je me suis dit, mais comment il fait pour soulever. Oh là là. Et là, ça, genre, je vais vous montrer quand même Scott Adkins, qui est en fait un des mecs qui devait reprendre le relais de Jason Statham, des Stallone et tout ça. Donc Scott Adkins qui a fait beaucoup de séries B, en fait, de films d'action et tout ça, avec quand même, il a même croisé Michael J. White, donc celui qui jouait Spawn à l'époque, qui est aussi, lui, un acteur d'arts martiaux, beaucoup série B. Il a même croisé Wesley Snipes et tout ça, parce que Wesley Snipes, malheureusement, parce qu'il y a eu des problèmes de justice, Wesley Snipes, malheureusement, et il est parti dans la série B. Mais tous ces acteurs-là, moi, c'est des acteurs que je kiffe. C'est des acteurs que tu sais que quand tu vas voir les films, c'est des coups de poing que tu vas recevoir, tu vois. Et voilà, donc on a ce personnage-là, tu vois, qui apparaît, qui est incroyable pour moi, je le trouve. Ah, il est génial. Et en fait, c'est lui. Donc, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le reconnaître au début, quand même, hein, tu vois. Et j'ai kiffé. Pour moi, c'est le meilleur personnage du film, tu vois. Il m'a fait rire. Il est trop. En fait, en plus, tu vois dans son jeu qu'il kiffe. Tu vois. Moi, j'ai. Quand il rigole. Parce que Donnie Yen, c'est quand même quelque chose. Non, mais. Et Skarsgård. Donnie Yen, il est incroyable. De toute façon, pour moi, Donnie Yen, c'est incroyable. Pour moi, c'est une légende. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu une interview de lui qui dit qu'en fait, son personnage, avant, devait s'appeler Shang.
Tu vois. Et il dit, mais pourquoi il doit s'appeler Shang, un nom stéréotypé chinois? Il a fait changer ça. Il a fait changer de trucs. Il a dit, pareil, il avait des habits, en fait, style chinois, parce que c'est un personnage, c'est un acteur chinois, mais il est chinois. Ah, il est asiatique, ouais, il est hongkongais, non? Ouais, non, il est chinois. Donnie Yen est chinois. Et alors, il est peut-être d'origine hongkongaise, vu son nom Donnie, ce qui rappelle un peu l'Angleterre. Hein, comme Jackie Chan, à vrai dire. Donc il est peut-être, mais en tout cas, c'est un acteur chinois qui est très réputé chinois parce que lui ne s'est pas retourné contre son gouvernement. Et c'est pour ça qu'il est apprécié en Chine. Ah, d'accord. Non, mais en vrai, c'est un problème en Chine. C'est pour ça que Jackie Chan non plus ne critique pas le gouvernement chinois. Même si ça se trouve, il le pense ou pas, on n'en sait rien et on le saura sûrement jamais. Hein, mais voilà. Et en fait, il a changé ça et c'est vrai qu'il est classe dans le film. Mais surtout que quand son nom est fait mention, je sais pas de qui on parle. Et je m'attends à voir. Bah, nous non plus, parce que c'est la première fois qu'on le voit parce qu'on le voit pas dans les autres films. Mais Skarsgård, je sais pas comment il s'appelle. Bill Skarsgård. Incroyable. Le français, le marquis de Bremen. Le marquis. Incroyable. Alors j'ai eu une image de. Je crois que. Alors ça, j'y reviendrai après. Donc ils ont vraiment tourné au Troca, tu vois. Ouais. Donc je l'ai plus l'image, mais on avait l'image avec le personnage de lui là, où tu le voyais grand et tout, mais incroyable. Bah, pareil, là, pareil. Alors je sais pas s'ils ont réellement tourné dans des comment dire. Des trucs français, mais c'est des décors. Ouais, il y a moyen parce qu'ils ont tourné. Vraiment, j'ai vu qu'ils avaient tourné vraiment dans des lieux français. Et puis comme on a pu le voir ici, ils sont au Troca. Il y a toute l'équipe qui est au Troca, voilà. Donc là, il y a l'acteur là-haut. Il y a... Alors, je sais pas. Parce il est là, Skarsgård, c'est derrière. Il est derrière la coupe. Lui, là, mais je voulais voir Donnie Yen, parce qu'à un moment, Donnie Yen. Ouais, il est assis sur la chaise. Et il y a des gilets jaunes dans le fond, voilà, qui manifestent contre moi. Non, je déconne. non, mais je pense que t'as. Mais tu vois, la météo, elle est pas comme ça dans le film. Non, parce qu'il y a des fonds verts quand même. Parce que tu vois, déjà, le truc bleu là-haut, c'est fait pour cacher. Hein. Ouais, parce qu'au niveau de la prise de vue. Ok. Donc voilà. Incroyable, les personnages. Mais alors déjà, moi dans le 2, ce qui m'avait choqué, et je lui avais dit, j'avais l'impression de lire une bande dessinée. J'avais un peu perdu ça avec le 3. Je l'ai complètement retrouvé dans celui-là. Alors c'est vrai qu'il a raison, les scènes de bagarre durent très longtemps. Elles sont dynamiques. De toute façon, ce film ne va vous vendre que ça. Vous êtes avec une équipe de tueurs. Vous êtes avec une équipe de tueurs à gages, avec une association, une sorte de franc-maçonnerie des tueurs à gages qui les gèrent dans l'ombre. On sait pas, parce qu'ils vous parlent de la grande table. Alors, on sait que des gens siègent à la grande table. On sait qu'il y a le grand maître de la grande table. On sait que le marquis est embauché par la grande table. Mais on sait pas réellement qui est la grande table. Il y a plusieurs familles autour de la grande table. Voilà, il y a plusieurs familles autour de la grande table. Donc, il y a des règles. Donc, cette histoire de règlement, ils sont tous philosophiques. Tout le monde se fait des remarques. C'est très drôle. Et en vrai, ça, on va dire, ça va avec le film d'action où tu sais, ils balancent des punchlines à chaque fois. Mais du coup, c'est hyper bien. Et puis même, on va visiter 3 pays le Japon, l'Allemagne et la France. Les 3 pays esthétiquement se démarquent les uns des autres. Cool. Alors là, toutes les scènes se passent de nuit. Là, c'est la photo d'Osaka. Mais incroyable. J'ai essayé de trouver des photos de l'hôtel Osaka avec tous les trucs et tout. Mais à part, Hanada, l'acteur qui est en kimono, il n'y avait pas d'autres trucs. Et c'est pourtant, de toute façon, quand tu tapes John Wick sur le moteur de recherche Google français, ça te met que des trucs à Paris. Non, mais c'est. Franchement, même si c'est vrai, il a raison, parce qu'il faut savoir que les scènes d'action, il y a des scènes qui sont très drôles. On peut pas vous raconter une qui arrive vers la fin. Et après, en fait, parce que j'ai écouté Yannick Dahan qui parlait du film, et il a fait référence, et c'est vrai que ça l'est. Nous, on a fait référence en jeu vidéo, mais là, en fait, la référence est plus dans le mythe. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles du mythe du mec qui monte le truc, et qui, en fait, arrivé en haut, la boule redescend, tu vois, il retombe tout en bas. Ça me dit quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle. Alors je sais pas si c'est l'enfer, mais ouais, c'est la mythologie grecque, et c'est un nom, mais je sais plus. En fait, Yannick Dahan en parle, et je fais, mais oui, c'est clairement ça, cette scène, en fait. C'est qu'il galère à monter en haut, et qu'après, en fait, il redescend tout en bas. Après, il y a beaucoup de références. Nous, on avait rapproché ça au niveau de jeux vidéo, parce qu'il y a des références de jeux vidéo dans tout le film. Et visuellement, alors les Français, le cliché. Les mecs, ils ont des pantalons qui leur montent là, ils ont des bérets qui tiennent sur le côté, des clopes, des blousons en cuir. Mais c'était tellement drôle. Et d'ailleurs, c'est pas donc Yusenzu Yakuza, tu t'as pas regardé? Oui, alors j'ai pas trouvé son nom. En fait, on peut regarder là si on veut, mais il y a pas son nom. Et en fait, il y a pas écrit. La speakerine. Voilà, il y a pas écrit, tu vois. Alors après, j'ai pas regardé dans
crédit du film à la fin du Ah non, mais il y générique. avait trop de trucs à lire. Parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs, mais je pense que c'est sûr. En fait, il y a un moment, il y a une femme qui est sur la Tour Eiffel et qui. C'est le bureau qui met comment on dit, En fait, les avis de recherche. voilà. Non, En fait, il fait partie d'une association de tueurs et quand il y a un avis de recherche, quand on donne un nom, il y a une sorte de bureau avec des femmes qui sont toutes en mode pin-up et tatouées, qui tapent à la machine à écrire et qui mettent le nom de la personne qui a cherché, par exemple Raven Irons, et le prix à côté. Ouais. Et donc, tous les tueurs reçoivent à ce moment-là dans le monde, mais généralement c'est localisé, quand ils savent que vous êtes quelque part. Là, en fait, ils servent aussi à localiser la personne recherchée. La personne recherchée. Et du coup, tous les tueurs qui bossent pour l'association et qui sont dans le secteur, ils voient écrit Raven Irons, telle réalité, et bah tout le monde va vous tomber dessus en même temps, et c'est le premier qui vous flingue, touche l'argent. Et c'est pas des sommes genre 100 ou 200 euros. En fait, on a une espèce de radio, une radio mercenaire ou radio criminelle, tu vois, jazzy, où il y a une femme qui parle, là c'est à Paris, et la femme, en fait, on voit que son nez et sa bouche. Et en fait, elle a un piercing. Je sais plus comment il s'appelle, le piercing qui est là. Ah, je sais pas du tout. Je m'en souviens plus. Où en fait, le piercing, bah, ça ressemble exactement au piercing de Loose and the Yakuza, et puis en même temps avec ses lèvres et ses cheveux qui pendent, qui ressemblent énormément. Et on s'est posé la question. Mais bon, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est. C'est incroyable. Ce film, déjà les tableaux sont impeccables. Les personnages sont charismatiques. Que ce soit le marquis, que ce soit Killa. Même lui, au début, je pensais que c'était le personnage, je savais pas ce qu'il foutait là. C'est vrai qu'il arrive comme ça, on fleure, ou on fait ok, il est un peu drôle, on fait bon, bah ça va peut-être être le truc humoristique du film. Et parce qu'il sort du schéma des tueurs qu'on connaît, parce que tous les tueurs dans John Wick sont des gens très distingués. C'est ça. Et en fait, il y a des trucs où en mode, on te présente des tueurs qui sont un peu pourris. Donc on te dit, bah, ça va être le tueur un peu pourri, marrant. Et ben pas vraiment, en fait, non. Ouais, mais c'est plus vers la fin du film qui se révèle, parce que c'est vrai que moi, dès le départ, je trouvais qu'il était bizarre. Parce que vers un moment, il sort le carnet, et c'est là où tu comprends qu'en fait, c'est pas n'importe qui par rapport à tout ce qui a marqué sur le carnet. C'est vrai qu'il a... Ouais, Mais après, ça reste quand même pour moi un manque scénaristique du fait que, bah, alors peut-être plus tard, parce que on n'a pas dit, mais il y a une série The Continental. Alors, j'ai fait des petites recherches. The Continental, la série, va arriver sur Prime Video. Alors, apparemment, quand je sais pas. Mais en tout cas, c'est fait. Prime Video va avoir la série The Continental. Donc, il y a un spin-off de John Wick, parce que The Continental, c'est les hôtels dans différents pays où, en fait, tous les mercenaires, tueurs se retrouvent, mais il n'y a pas de business, en fait. C'est interdit. Ils disent pas de business. C'est interdit d'avoir son arme sur soi. Ouais, et c'est pour ça que... Et de s'en servir. C'est pour ça, en fait, moi, j'avais pas compris au début le truc du chien. Il y a un chien dans mon appart, dans mon hôtel. Oui, mais c'est un animal de soutien émotionnel. Il fait ouais, mes couilles. Et j'avais pas compris. En fait, je me suis dit après, mais non, en fait, c'est une arme. Ouais, le chien, c'est une arme. Et en fait, c'est normal en fait, c'est en mode non, j'aime pas les chiens, mais non, en fait, ils comprennent que c'est une arme et bah, c'est logique en fait qu'il doit pas avoir sa place là, oui. tu vois. Mais... Non, donc dans les hôtels continentaux, donc il y en a un à New York, il y en a un à Osaka. Il y en a un. Alors, ils nous laissent paraître qu'il y en a un dans tous les pays. En fait, dans tous les capitales. Bah, non, Osaka, c'est même pas la capitale du Japon. Mais toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes. C'est pas la capitale des États-Unis. Dans toutes les grandes villes du monde entier, il y a un continental. Et ça peut être vraiment intéressant par rapport à la série. Ça, non, mais le lore de cet univers de John Wick, moi, genre, à la fin de ce film, pourtant il l'a dit, presque 3 heures. J'en redemande. 2h50. Et bah, j'en redemande encore. Même moi, avec là les défauts qu'on a soulevés, le fait que les scènes d'action sont répétitives. Alors, il y a une scène qui. Pour ceux qui ont joué, fait référence à Hotline Miami, ou qui, quand elle arrive, tu fais oh c'est cool, mais qui pour moi en fait que bah ça s'approprie ce genre-là, mais dans le genre justement de Hotline Miami, il est là pour le gameplay, donc il sert le gameplay. Sauf que là, vu que c'est pas un jeu, il est intéressant, mais dans la chorégraphie des combats, il le dessert totalement, et en fait tu vois que c'est du fake tout le long, et tu fais putain c'est dommage. Et il y a même des moments où tu vois des incorporations numériques, tu vois, parce que ça doit être super compliqué de filmer ça comme ça, et en fait ça te sort un peu. Donc il y a cette scène là, ça revient à un truc normal, on va dire à une mise en scène normale, mais après il te la remet, et en fait je trouve que ça casse encore plus la scène que t'as vue avant, et je fais oh putain c'est dommage. Ah dommage, que moi je l'ai kiffé cette scène. Mais elle est bien, sauf qu'en fait et c'est le défaut, en fait, ce qui est dommage en plus, c'est le défaut du film, c'est ses chorégraphies de combat qui sont toujours les mêmes.
parce que ça fait 4 films, hein, ça fait 10 ans et 4 films que les types, c'est leur job de faire ce style de combat. Sauf que là, en fait, le problème, c'est que ça se voit que c'est toujours la même chose et que c'est je te prends, je te mets à terre, balle dans la tête. Et c'est du combat en plus souvent rapproché au sol. Tu vois, c'est souvent ça. Et là, le problème de filmer ça bon, c'est filmé en hauteur comme Hotline Miami, parce que en fait, quand j'ai regardé des trucs d'Hotline Miami, le flingue, ça fait clairement référence à ça. C'est le truc qui fait truc de ouf, là, tu vois, clairement référence au jeu. Et le problème, c'est que filmer ça en hauteur, ça te casse la dynamique d'une, même si c'est incroyable de filmer comme ça, mais ça te casse la dynamique de la chorégraphie, et la chorégraphie, elle est pas faite pour coller à ce genre de mise en scène. Donc en fait, tu vois par moment, surtout le truc des escaliers, où tu vois, là, en fait, il doit mourir 5 fois, quoi, le type, quoi. Ah ouais. Ça marche pas. Mais avant ça, même les voitures et tout, il doit tout le temps canner. C'est pas ça. Parce que j'ai ouvert deux trucs. C'est alors ça, parce que vous voyez qu'il y a des gens qui ont des armures, ce qui fait que ils peuvent le tuer 3 fois en fait, le type, quoi, tout simplement, parce que vu qu'il y a des armures, les balles ne l'atteignent pas, donc il tombe par terre, donc faut tirer dans les jointures de l'armure. Donc en gros, le type, en fait, c'est une même personne qui tombe 3 fois au sol avant de mourir. Donc en fait, c'est pour ça que quand t'as dit ouais, il doit tuer 200, je sais pas, parce que il y a tellement de personnes qui tombent à terre mais qui meurent pas, qui se relèvent. Et en fait, le problème, c'est que si c'était un fight qui durait 5 ou 5, même 6 minutes, ça serait un petit peu long, mais là, c'est des fights qui durent 10 minutes. Donc en fait, quand c'est 10 minutes et que t'as les 10 personnes qui se relèvent 2 fois à chaque fois, tu fais bon. La scène Osaka, je maintiens, elle dure 20 minutes. Ah oui, sûrement. Elle dure longtemps. Mais c'est très rare. Alors, je préfère quand il y a des armures comme ça que leur truc comme ça, où c'est vrai qu'ils ont instauré ça, je crois, à partir du 1 ou du 2, le fait qu'ils ont des costards par balle, mais c'est que ça pendant tout le long on a clashé Matrix quand Keanu Reeves faisait que ça pour se défendre, là, lui, il court, il fait que ça, et tout le monde fait ça. C'est pas grave. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Non, je m'en bats les steaks. Encore une fois, j'y reviens, c'est des défauts que j'ai relevés et qui m'ont un peu sorti du film, et je me fais, putain, il est pas parfait, il est loin d'être parfait, mais encore une fois, à la fin, comme toi, j'étais en mode, putain, j'ai kiffé un peu, tu vois. Mais non, mais oui. C'est un peu jouissif, tu vois. En plus, encore une fois, il y a un univers bossé, c'est ce qu'on disait, il est tiré d'un livre, on sait pas, on pense pas. Non, c'est original. Mais il existe une BD John Wick. Oui, mais lié au film. Oui, qui a été sorti après le film. Mais non, sinon, mais c'est un univers original. L'univers, il est incroyable, et pourtant, je suis pas un mec des tueurs à gages, je suis plus un mec des monstres, des mutants, voilà, et des pirates, etc. Mais là, l'histoire, ce délire de Continental, de grande table, de bagarre, des personnages aussi ouf qu'ils ont, c'est incroyable. Je demande, mais même Skarsgård, quand j'ai vu Skarsgård la première fois, j'ai dit ouais, tout au long du film. Tu le vois au début, tu fais ok, donc c'est Skarsgård, donc en plus tu le reconnais un peu par ses traits, c'est le mec qui joue dans ça, et après en fait ça va crescendo. C'est exactement ça dans cette scène, et c'est incroyable, ça va crescendo, et tu montes et tu vois, tu fais il est complètement taré. Et il est incroyable. Donc non, il y a des personnages, même là, Scott Adkins, enfin, il y a des personnages de ouf. J'ai l'impression, c'est ça que j'ai trouvé hyper agréable. Comme le 2, j'ai l'impression d'avoir vu une BD à l'écran avec des personnages qui envoient du lourd. Vraiment, tout est, pour moi, il est pas parfait, mais dans ce qu'il propose, il l'est. Ouais, alors comme tu as dit, il est mieux que le 3. Le 2 reste quand même un truc, pour moi, le 2 est une référence. Truc ouf. Il est mieux que le 3. Mais il y a beaucoup de trop. En fait, ce film-là serait sorti à la place du 3, ça aurait été incroyable. Je pense, incroyable. Et le 3, il est pas nul en plus, le 3. Mais ce qui fait que, en fait, c'est trop redondant. Ah oui. Et je sais pas, hein, mais je pense que c'est le dernier. Et j'espère. Et je pense que moi, je m'arrêterai là pour John Wick. Ah non, clairement. Mais il faut que ce soit le dernier. Mais après, j'ai rien contre le fait qu'on me raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Il y a The Continental qui arrive, et il y a aussi, alors je sais pas si c'est un film ou une série qui s'appelle Ballerina, qui serait un spin-off sur une assassin ou une mercenaire, je sais plus, jouée par Ana de Armas, qui est prévue aussi depuis un petit moment. Parce que déjà, je crois qu'à partir du 3, j'avais déjà entendu Ballerina, justement, ce nom-là, qui va peut-être être lié à la famille qu'il va avoir en Allemagne, je sais pas. Mais il y a des spin-offs qui sont prévus, oui. Donc développer le lore, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Le lore, il est incroyable, et en plus, je pense que si on part pas trop loin dans une histoire d'extraterrestres, non, ça c'est pas possible. Ça sera du complot, c'est sûr, je pense. Ah, mais j'adore. Mais après,
Le seul bémol, c'est que je pense que c'est pas ce réalisateur, donc attention, parce que je me rappelle jamais du nom, c'est Chad Stalinski. Je pense pas que ça soit lui qui va réaliser. Alors peut-être son équipe, parce que maintenant lui, c'est devenu une industrie. Hein, Ouais, je sais qu'il fait plein de films parce qu'ils disent par les réalisateurs, par les producteurs de John Wick 4 ou réalisateurs. Par rapport aux équipes de coordinateurs de cascade et les cascadeurs, les mecs qui font les mouvements, les chorégraphies, tout ça, maintenant c'est devenu une industrie. Il a une boîte à lui énorme, en fait, où c'est l'équipe, tout le monde les appelle l'équipe de John Wick, tout simplement. Tu vois, j'ai écouté une interview d'un cascadeur français, justement, qui a travaillé avec ces mecs-là, alors qu'il disait déjà, eux, ils s'en battent les couilles, c'est en mode, les cascadeurs, ils s'en battent un peu les couilles, ils s'en prennent plein la gueule. Si tu fais ton taf, tu te casses, il faut que tu le fasses bien, si tu fais une erreur, t'es viré, tu vois. Et c'est assez ouf. Et lui, il a vraiment une équipe de cascadeurs qui est maintenant légitime par rapport à John Wick. Il y a d'autres films, parce que sur Nobody qu'on a vu, c'était l'équipe de cascadeurs, coordinateurs de Qu'est-ce qu'il est cascade incroyable ce film. de John Wick. Hein. Et en fait, il y aura sûrement cette équipe-là sur les spin-offs, mais niveau réalisation, ça sera pas Chad Stalinski. Mais c'est pas grave, parce que si niveau réel, tu mets un bon réalisateur qui il va falloir prendre quelqu'un qui, quand même, et puis même s'il a un autre regard, tu vois. Au niveau alors action... oui, peut-être. Alors, peut-être parce que là, on constate quand même que la formule commence un peu à s'essouffler. Avec un seul personnage et une seule trame que tu traînes pendant 4 épisodes, c'est dur. Mais honnêtement, quand on voit ce qu'ils sont capables de t'amener au niveau des les caractéristiques des personnages, moi, cet univers, je t'ai dit, je me suis ambiancé dans ma tête. Je reste dedans même en quittant le film. C'est incroyable ce qu'il fait, cette licence-là. Et je me rappelle, j'avais vu le 2 avec toi. Pas plus chaud que ça, et le 2 je suis ressorti conquis, donc voilà. C'est vrai que t'as pas vu le 1 toi. Jamais. Mais maintenant je pense que revenir au 1, parce que le 1 est beaucoup plus simpliste que... Je resterai au 2, 3, 4. Et le 2 est pour moi le meilleur. Le 2 il est incroyable. Donc voilà, pour John Wick, je pense que t'as... Bah non, tu voulais pas montrer... Ça, après ça serait une reco. Ah bah moi je peux lui mettre sa note, moi. Vas-y. Il prend un bon 4 sur 5, et c'est comme ça, c'est cadeau, quoi. Bah moi aussi ça serait un bon 4 sur 5. Au début j'ai hésité à 5, mais le fait qu'il y ait beaucoup trop d'imperfections, je me suis dit non, c'est pas possible. 5 c'est dur. Mais ouais, pour moi 4, parce que en vrai on va pas se cacher, on a passé un putain de moment quoi. C'est un peu ce qu'on voulait. Rester 2 heures, alors que je râle quand c'est 2 heures au cinéma, mais rester 2h50, se dire oh ça fait 2h30. Il me l'a dit là 2h50, sinon j'ai même pas été vérifié. Mais en fait, moi je me suis dit de toute façon c'est minimum 2h30, c'est sûr, parce qu'on est sorti tard du film. Mais quand j'ai vu le truc de Yannick Dahan, il disait 2h50, je fais ah ouais quand même, putain. Mais c'est presque aussi lent que Endgame. Ouais, alors c'était 3h et quelques chose. Ouais, 3h20. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que pour un film d'action comme ça, c'est peut-être un peu long. Je pense que les 2 heures du 2 suffisaient amplement. Mais la musique aussi, enfin bref. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais la musique, il utilise des musiques incroyables dedans. Et les musiques qui collent super bien, c'est super cool. Enfin, moi j'adore l'électro qui tapasse bien. Et là, dans la boîte en Allemagne, avec encore une fois avec Scott Adkins, je pense que cette scène est une de mes préférées. Même si c'est pas la meilleure, c'est une de mes préférées. Moi j'étais même avec le délire des personnages. Même si tu dis il y a des trucs qui nous sortent du film, en fait, là, les personnages. Moi, j'étais en costard avec. C'est ça qui te rattrape, parce que, en vrai, il a quand même des bons acteurs, sauf Keanu Reeves, bien sûr, qui, je le redis encore, est un mauvais acteur, mais qui là sert le propos, parce qu'en fait, il doit être impassible en tant que Baba Yaga, comme on dit. Mais sinon, les autres acteurs, ils font le taf, donc il a des bons acteurs avec lui, des bons cascadeurs aussi. Donc, Donnie Yen, qui est incroyable, Scott Adkins, qui est ouf. Bon, Keanu Reeves, qui se démerde quand même, parce qu'il s'est entraîné, il est. Enfin, maintenant, je pense que Keanu Reeves, on peut le considérer, puis depuis un petit moment quand même, comme un acteur d'arts martiaux. Hein. Ah oui. Même s'il a quand même un bâton dans le cul. Mais merci en tous les cas pour cette saga John Wick que je ne connaissais pas, que j'ai connu grâce à lui. Honnêtement, ça fait partie ça rentre dans mes références pop culturelles. Ouais, alors ça a été beaucoup décrié parce que justement les défauts qu'on a cités, qui en fait la plupart des gens, eux, qui sont un peu plus vieux que nous et qui ont vu les films d'arts martiaux, les films de baston de Hong Kong ou des années de fin 90 et tout ça, qui sont dans une autre mouvance que celui-là, qui en fait on va dire est plus basé sur l'habillage du truc que sur la consistance quoi, en vrai. Ah oui, mais pour moi c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais en tous les cas un bon divertissement, bordel. Depuis le début de l'année, je crois que c'est parce que le chapeauté daté de l'année dernière. Donc je pense que pour le moment, c'est le meilleur film que j'ai vu au cinéma. Pour l'instant. Toi, t'en as vu faudrait que je réfléchisse. Parce qu'en plus, j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps qui était incroyable. Donc,
Mais ouais, c'est En un tous les bon cas, film en tout cas. dans son genre, Cimère, Keanu Reeves. Et on va vous laisser. Mais Oui. c'était bien cool. Alors on rappelle The Fableman avec réalisé par Steven Spielberg, Le bon moi vieux j'ai Spielberg. à côté duquel je suis passé, mais qui prendra un Steven Spielberg 5/5 de la part de Raven. Et moi je lui mettrai un 3/5 parce que je suis à passer à côté de certains éléments du film. Et vu que je ne suis pas habitué à ce cinéma de Spielberg, je n'ai pas pu complètement entrer dedans, mais ça reste quand même un bon film. Et en numéro 2, John Wick 4. Avec Keanu Reeves, Donnie Yen et qui est qui serait peut-être l'ultime chapitre de la saga John Wick, qui est coloré, très bien réalisé avec des personnages riches. Malheureusement, une certaine redondance dans les scènes d'action qui durent un peu trop longtemps. Mais peut-on vraiment lui en vouloir pour ça? Parce que même avec ses défauts, ce film s'assume en tant que tel. On a pu passer un bon moment pendant près de 3 heures. On les remercie et on espère beaucoup voir le lore se développer parce que ça mérite de ouf. Grave. Voilà le résumé de l'émission d'aujourd'hui. Eh ben merci. Et on espère que vous irez bien. Mais d'ici à ce qu'on se retrouve dimanche, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'il est important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.